Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Fabrice Jonas et aujourd'hui on se retrouve pour parler digitalisation et mode. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on avait prévu, tout simplement. Donc ça c'est celui d'après. Aujourd'hui on va parler de digitalisation de la mode avec François-Xavier de Skyboy, Salut. May Parnian de Fittle et Romain Blanco. Voilà. Donc, Bonjour. bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Au niveau de l'introduction, en fait, je vais reparler tout simplement en fait, du Black Friday qui a eu lieu la semaine dernière, en tout cas aux États-Unis, le 27 novembre. Et les Américains ont dépensé 6,2 millions de dollars par minute, soit à peu près 4,5 milliards de dollars sur la journée, notamment sur Internet. Et je vous rappelle également, en fait, une étude de l'IFM qui avait eu lieu au mois de novembre dernier avec la FEVAD qui prévoit qu'en 2020, en fait, le pourcentage de vente de mode sur Internet sera de 20%, alors que l'an passé, c'était 14,7%. Voilà, tout simplement. Et face à cette accélération de la digitalisation, j'ai trois super invités aujourd'hui, effectivement, que je vais demander de se présenter tout simplement. Je vais commencer avec May. May, tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Oui, bonjour tout le monde, je suis May, je suis la directrice commerciale de Fittle qui a créé un outil de recommandation de taille pour tous les sites e-commerce, des marques de vêtements et de chaussures et aussi un produit aussi dans le SaaS de B2B pour habiller tous les travailleurs dans des entreprises, par exemple des uniformes, etc. Et j'ai un profil qui a toujours été sales, plus du côté international, comme je parle 6 langues et j'ai habité dans 7 pays différents. Donc, je suis toujours là pour aider les marques de tech, les marques de SaaS de se internationaliser un petit peu. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, May. Romain, qui es-tu? Salut, bon, je suis Romain Blanco, je suis le directeur général de New Black. Et c'est une entreprise qui a été créée il y a 10 ans, en 2009. Donc, c'est une vieille start-up. Je ne sais même plus si on appelle ça une start-up à cet âge-là. Et on est une plateforme, on est un outil de prise d'ordre digital pour les marques de mode et de showroom en ligne. Concrètement, aujourd'hui, on offre aux marques de mode un outil qui leur permet de pouvoir prendre leurs commandes et présenter leur collection durant les Fashion Week et principalement à destination des multimarques, des wholesale dans le monde entier. On a plus de 250 clients, parmi eux des marques du groupe LVMH comme des marques plus modestes. Historiquement, ça fait 10 ans que je travaille dans l'univers de la fashion et de la tech au travers de différentes entreprises. Et celle-ci, ça fait un an que j'ai récupéré la direction générale. Parfait. Merci beaucoup, Romain. François-Xavier. Bonjour à tous. Donc moi c'est François-Xavier Gomer. Je suis un des cofondateurs de Skyboy. Donc Skyboy c'est une startup qui évolue dans l'écosystème des expériences immersives. On est plutôt adossé sur les technologies de réalité augmentée, même si le Covid nous a bougé. Moi, contrairement à Fittle et le New Black, on arrive dans le milieu de la fashion un peu par intrusion. Puisque historiquement, mon background, moi je suis urbaniste, je travaille plutôt au départ dans le secteur de la culture, de l'art et du tourisme. Mais notre technologie qui permet justement de réenchanter des lieux nous a assez rapidement conduit donc chez Skyboy il y a un peu plus de 2 ans maintenant dans l'univers du luxe et de la fashion avec une expérience au départ aux Galeries Lafayette qui nous a propulsé. On est accéléré par LVMH depuis 2 ans. C'est un peu la particularité de Skyboy. D'ailleurs, je salue May qui partage cet espace avec moi à Station F. Et je suis ravi de tous, bravo, corporate. Allez, corporate. Non, mais on les remercie de nous accélérer, c'est vrai que c'est sympa. Et donc, ravi de tous vous retrouver pour cet échange. Parfait, merci beaucoup François-Xavier. Aujourd'hui, en fait, on a vu que le digital modifie l'écosystème mode, mais en quoi il le modifie? Romain, c'est quoi ton avis par rapport à ça? Peut-être avec un focus par rapport au Fashion Week? Oui, alors nous, on a eu un gros bouleversement des habitudes et des usages des marques de mode et des acheteurs durant les Fashion Week. Par la force des choses, aucun acheteur n'a pu se déplacer en juillet dernier. Notre outil, notre plateforme Uniblack et nos confrères qui proposent la même chose ont été largement sollicités par les marques de mode pour pouvoir présenter leur collection. Concrètement, on a assuré une continuité dans la proposition de l'offre pour les marques de mode sur le digital.
je donnais un petit exemple. Une marque de mode en Fashion Week a présenté ses collections en précommande dans des showrooms de marque. Historiquement, ça a toujours été fait comme ça, à Paris, à Londres, à Milan ou à New York. Au cours de ces présentations, les acheteurs voyagent du monde entier, les acheteurs de multimarques dans le monde entier, les acheteurs wholesale, B2B, les collections leur sont présentées physiquement et ils placent leurs commandes, leurs précommandes au cours de ce rendez-vous commercial. Vous l'imaginez, en juillet dernier, plus personne n'a pu voyager. D'un seul coup, il y avait une rupture dans la présentation des collections. Plus aucune marque ne pouvait recevoir physiquement ses acheteurs. Il a fallu trouver une alternative rapide. Et c'est ce qu'on propose. Alors, c'est ce qu'on propose depuis 10 ans. Donc, ce n'est pas une rupture dans l'usage. Ce qui a changé, c'est l'accélération de l'adoption pour celles qui n'étaient pas encore digitalisées, d'une part. Et ce qui a changé, c'est une migration de l'utilisation de notre outil en showroom physique à une utilisation à 100% digitale. 100% des commandes ont été passées directement sur notre outil, alors qu'habituellement, il y a une partie qui est faite sur notre application iPad directement en showroom physique. C'est vraiment le gros bouleversement. Donc, les attentes des acheteurs à ce niveau-là, et surtout des marques, c'était de pouvoir mieux raconter leur collection, pouvoir enrichir le contenu qui était proposé en ligne et proposer à un acheteur qui est à Los Angeles la possibilité d'être transporté à Paris, soit dans un showroom physique, sans bouger de Los Angeles, soit dans l'esprit de la collection. Et voilà, c'est un peu tout ce bouleversement qui a été fait, c'est surtout les attentes des acheteurs vis-à-vis des présentations des collections. Super, Romain. Alors, justement, tu parles d'accélération. Toi, mais j'imagine qu'avec Fittle, sur le premier confinement, vous avez dû être extrêmement sollicité. Absolument. Quand les boutiques sont fermées, c'était la seule opportunité pour les e-shoppers, comme moi j'aime bien les appeler, de trouver la bonne taille quand ils essayent vraiment les vêtements. Sans les boutiques, comment on va faire? Et donc, c'est vrai que ça fait des années aussi, nous, comme le New Black, ça fait pas 9 ans, mais ça fait 7 ans que Fittle existe. Mais c'est vrai, cette pandémie a fait que les boutiques ont été fermées et les gens ont vraiment, vraiment besoin de savoir quelle est leur taille, d'être rassurés par rapport à leur taille pour déjà réduire les retours. Et les marques ont besoin de faire ça déjà aussi pour réduire les retours, pour augmenter le chiffre d'affaires parce qu'ils vont rassurer leurs clients, ils vont donner, grâce à un très très bon outil, très bel outil aussi, très bel design, une rassurance à leurs clients vraiment pour finaliser des achats. C'est ce qu'on veut bien sûr. Et une expérience client qui est vraiment géniale. Et je dis ça avec beaucoup de confiance en moi parce qu'on fait 100% des A/B tests qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. On les a toujours très bien réussis. Donc, ça a été toujours continué par un contrat. Et même aujourd'hui, on parle d'aider les clients tellement qu'ils sont avec nous depuis plus d'1 an minimum. Donc, zéro churn, c'est déjà un très, très bon signe pour nous. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais le plus important, c'est qu'on est très content de savoir que grâce à notre outil innovant, on est capable à rassurer le client au final de savoir quelle est la bonne taille pour eux. Super, merci beaucoup. Mais François-Xavier, j'imagine pour toi, c'était un petit peu différent, ce premier confinement, par rapport aux marques, vu que tu fais de la réalité augmentée. Ouais, super intéressant. Écoute, non, mais on sent les mêmes mouvements en fait, hein. C'est-à-dire que, alors nous, on a un petit tropisme sur le luxe, un peu plus que sur la mode en général, même si on fait de la mode et de la mode dans le luxe. Et effectivement, nous, on a été très vite impactés par le Covid. Et quand je dis très vite, c'est avant le confinement. C'est-à-dire que nous, on a senti dès la fin, même pas mi-janvier, les marques qui étaient déjà très impactées par le marché chinois, en fait, commençaient à se poser des questions. Avec, comme toujours, hein, pour certains, des mouvements de repli en attendant de voir un peu ce qui allait se passer, et puis pour d'autres, de chercher des solutions qui allaient leur permettre de passer ce mauvais cap dont on ne savait pas très bien combien de temps il allait durer.
Donc nous, dans un premier temps, effectivement, très impactés par fermeture des boutiques. Nous, on était dans l'écosystème des réalités augmentées avec notre technologie de Overlap Reality qui permet vraiment de réenchanter l'expérience in-store grâce aux expériences immersives que l'on produit. Et donc, dans un premier temps, effectivement, fin de nos expériences, les boutiques sont fermées, merci, au revoir. Et puis, très du coup, l'obligation pour Skyboy, mais c'est notre mission en tant que start-up de réinventer notre modèle et de proposer autre chose. Et ce qui est clair, c'est que je suis vraiment d'accord avec Romain, c'est-à-dire s'il y a un moment, la digitalisation était quelque chose dont on entendait beaucoup parler chez les marques, mais qui finalement n'était pas encore une obligation, à partir du mois d'avril et du mois de mai, plus personne ne se posait la question. Et donc, on a vu dans les services digitaux des marques, des gens qui avaient probablement souvent du mal à défendre leur budget, tout d'un coup se voir attribuer des missions qu'ils n'avaient pas bien vues, mais pour lesquelles ils devaient trouver des réponses. Et donc, si le contexte actuel nous est très favorable à tous les trois, on ne va pas se tromper, je pense qu'il faut prendre très au sérieux notre mission à nous d'accompagner les marques, parce qu'en réalité, ils ont des challenges énormes devant eux, qui les obligent à prendre des décisions stratégiques qui ne sont pas simples à prendre, parce que l'innovation, globalement, c'est des choses qui bougent. Et donc, on a vraiment ce rôle aujourd'hui d'accompagnement des marques pour réussir cette transition digitale qui n'est plus une option, qui est désormais une obligation. Et c'est ce à quoi on s'attelle beaucoup avec nos clients et nos clients fidèles et nos clients en devenir. Alors, justement, tu parles des marques. Aujourd'hui, imaginons, moi, je suis une marque de mode. Je viens vous voir. Ça se passe comment? Mais est-ce que tu peux me raconter comment ça se passe chez Fittle? Ça se passe très très bien. J'imagine. Comme chez Luniblack et chez Skyboy aussi. Non, Nous, on a... Une fois, il y a une marque, elle m'a dit que ça se passe hyper mal. C'est vrai? C'est vrai. Ouais. Vas-y. Ça se passe très bien, je dirais, pour deux raisons. Et le début, c'est un des points très très forts de Fittle, c'est que l'intégration est très très rapide au niveau technique. C'est une question technique que tu poses, Fabrice, j'ai bien compris. C'est une question générale en fait. C'est effectivement, imaginons, je suis une marque. Aujourd'hui, en fait, j'ai un site d'e-commerce, j'ai des problèmes de sizing. Je fais une petite recherche sur Internet, j'ai trouvé Fittle, je vous prends contact. Voilà, je veux savoir ça se passe comment. Ben, d'abord, on veut vraiment, vraiment bien comprendre la difficulté de la marque et pourquoi ils nous contactent. Parce que le sizing peut avoir plein de côtés différents, on ne dirait pas. Mais si c'est peut-être la stratégie de sizing où on ne va pas travailler avec l'équipe tech ou e-commerce, mais vraiment avec les modélistes, les stylistes, etc., avec les designers, ce qui est très, très intéressant comme sujet, mais qui sort un peu de ce côté SaaS. On a un peu le côté d'amélioration des équipes e-commerce parce on veut savoir si peut-être ils ont besoin de devenir plus efficaces dans leurs équipes, parce que nous, on va pouvoir communiquer beaucoup de data sur leur clientèle en ligne. Et on s'est rendu compte, par exemple, avec des clients, justement, notamment chez LVMH, que leur clientèle physique, dans les boutiques physiques, et leur clientèle sur les sites e-commerce étaient complètement différentes. Et donc, justement, utiliser ces data pour le communiquer avec les stylistes ou ceux qui s'occupent de stock, pour vraiment gérer tout cela. Et de l'autre côté, après, quand on a bien compris le besoin et qu'on a pu trouver une solution, on vient sur la phase d'intégration qui est très rapide, qui peut prendre même moins d'une semaine chez Fittle. Vraiment très, très rapide. Ça peut être, il y avait notamment des très belles marques françaises comme Réunis où ça a pris même moins de 48 heures, la mise en place de... Ok, super. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Romain, imaginons, je suis une marque de mode ou, je ne sais pas, une fédération qui organise une Fashion Week. Je viens de voir, ça se passe comment? Le micro. Pardon, je suis mis en mute pour ne pas embêter, parce que j'ai des travaux à côté. Ça se passe bien, comme May, évidemment, on essaie en tout cas que ça se passe bien. On est des... Je pense que c'est le cas de François-Xavier de May, c'est qu'on est des sachants dans un secteur qui a un niveau de connaissance sur le digital qui est parfois
qui est parfois limité aux environnements auxquels les marques sont confrontées. Donc, on a un petit peu d'avance sur cette connaissance-là et donc on arrive un peu en expert. En tout cas, c'est la manière dont on essaie de se positionner nous sur le marché, s'assurer que les marques puissent compter sur nous pour leur apporter des solutions qui correspondent à des problématiques métiers et pas leur vendre des choses dont elles n'ont pas besoin. Donc, la première chose, ça va être de comprendre un peu la problématique. Nous, on a une grande expertise sur la partie wholesale. Ça fait 10 ans que l'entreprise existe. Donc, on a capitalisé sur des retours de marque depuis une dizaine d'années. Et on va d'abord essayer de comprendre un petit peu les besoins de la marque. Étudier la manière dont elle fonctionne aujourd'hui, sa structure de distribution et surtout, si en interne, il y a des gens qui connaissent la tech, donc s'il y a un DSI ou pas. Ça change un petit peu la manière dont on va approcher la marque, s'il y a un DSI ou si la personne est toute seule pour gérer sa marque. Donc, déjà, ça va changer un petit peu. Puis après, on prend par la main les marques pour leur expliquer un petit peu comment ça se passe de digitaliser. On les aide à structurer leur process en interne également, parce que ça bouleverse un petit peu la manière dont on fonctionne. Le fait de digitaliser et d'avoir un process digital va bouleverser la manière dont les validations sont faites en interne, la manière dont la prise d'ordre va être faite, la manière dont les collections vont être présentées. Donc, on essaie d'accompagner les marques également, step by step, sur ces différentes problématiques qui sont souvent très nouvelles. Il y a je pense qu'on le sait tous, les Français sont quand même réfractaires au changement en règle générale, et du coup, il y a une nécessité d'accompagnement et une volonté de rassurer qui est nécessaire et indispensable. Donc, c'est un petit peu les différents pas. Après, nous, on s'intègre avec plus de 30 ERP sur le marché. Donc, s'ils ont déjà équipé d'un ERP, on sait déjà parler avec cet ERP, ça facilite énormément et ça évite la double saisie de données. Donc, ça, c'est des choses qu'on sait faire également dans l'accompagnement. Mais la formation, pour moi, est l'élément clé, surtout que le mois de juillet dernier était anxiogène pour tout le monde à tous les égards. Je pense que personne n'avait de visibilité sur ce qu'allait devenir le secteur de la mode, quand est-ce que les boutiques allaient réouvrir d'un pays à l'autre. Tous les confinements s'enchaînent les uns les autres quand on a des points de vente dans le monde entier. Donc, ça a été très tendu. Maintenant, on travaille de très près avec toutes les fédérations, avec les Fashion Week, par exemple. On travaille avec le ministère des Affaires étrangères espagnoles pour aider les marques espagnoles dans leur développement commercial. On travaille avec la Fédération de la haute couture, la Fédération du prêt-à-porter. On met à disposition notre plateforme pour toutes les marques émergentes de la Fédération de la haute couture, par exemple, et de la mode. Donc, on accompagne également les tout petits comme les plus grands. Et ça passe par beaucoup de pédagogie, surtout dans un contexte où il y a beaucoup de choses qui sont très nouvelles et une dynamique qui est complètement bouleversée pour tout le monde. Donc, nous, c'est un métier qu'on fait depuis 10 ans, donc ça ne change pas vraiment notre métier, c'est juste la pédagogie que l'on y met, elle est plus importante aujourd'hui qu'elle a pu être dans le passé. Parfait, Romain. Alors, pour les gens qui nous regardent, si vous avez des questions dans le chat, donc là, il y a Myriam qui a posé une question pour Romain, on y répondra à la fin, vers 45, c'est une très belle question en anglais. Et on va enchaîner avec François-Xavier. François-Xavier, je suis une marque, je viens de voir, ça se passe bien? Ah non, ça se passe pas bien, ça serait dommage. Bah oui. Alors, je rigole, bien sûr que ça se passe bien. Je pense qu'au départ, et je suis d'accord avec Romain, on a un besoin de pédagogie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques, elles viennent nous voir pour ce qu'elles voient et pas forcément en pleine conscience de ce qu'on peut faire avec des outils comme les nôtres. Et donc, le premier contact, et là je rejoins Fittle, mais il est de se dire, OK, c'est quoi la réalité de votre besoin? Vous en êtes où de votre développement du digital, de la façon dont vous voulez avancer dans les années qui viennent, et avançons step by step avec de l'ambition, mais avec aussi la pleine conscience des moyens que vous avez en face à mettre pour monter un projet avec nous. Donc ça, c'est le premier élément. Et en général, le premier coup de fil, il est toujours très révélateur comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on vient me voir, on me dit « Ah, ben, j'ai un lancement, je voudrais faire une expérience immersive. » Ok, fine. Mais derrière cette expérience immersive, tu espères quoi en fait? Tu espères un retour sur expérience. C'est du brand awareness et c'est cool. Tu espères un ROI. Et à ce moment-là, quel type de ROI? Est-ce que tu veux maximiser
ta visibilité sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu veux augmenter tes ventes? Est-ce que tu veux activer ton expérience sur différents supports? Nous, aujourd'hui, j'ai dit, le Covid nous a bougé. Du monde de la réalité augmentée, on est passé au monde de la réalité virtuelle. Pourquoi? Parce que les magasins étaient fermés, les événements étaient donc la Fashion Week. Quand on avait fait la Fashion Week pour le Bhoutan, on a trouvé ça génial. Énorme KPI, 3 millions de vues pour notre expérience. Mais effectivement, cette année, ce n'est pas arrivé. Donc, il fallait qu'on trouve autre chose. Donc, il y a tout un process comme ça, à la fois de compréhension du niveau de maturité des marques sur des sujets qui sont les sujets qu'on adresse, l'expérience consommateur, que ce soit dans le monde réel, donc in-store, c'est le off-trade, ou online. Donc, avec tous nos sujets aujourd'hui de virtual shop, on est très questionné là-dessus. Et derrière le virtual shop, de permettre à nos clients ou nos prospects de comprendre que derrière un virtual shop, il y a évidemment des sujets de vente, mais ce sujet de vente, il y a surtout tout un sujet de data, de big data, qui permet de comprendre et d'analyser le parcours utilisateur, le parcours consommateur. Et tout ça, en fait, c'est de la connaissance, du knowledge pour s'améliorer tous les mois et permettre effectivement d'avoir une stratégie globale de vente online qui puisse effectivement aller chercher les objectifs qu'on se fixe, le luxe, 2025, 25% du chiffre d'affaires généré online. C'est la grande étude de Ben et compagnie qui est sortie il y a quelques semaines. Et ben, ça ne se fait pas en un claquement de doigts et ça se fait. Il n'y a aucune solution magique. Il y a les bons outils avec la bonne stratégie, les bons acteurs et tout ça doit être complètement. Voilà. Donc en général, ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'au final, nous, on délivre des expériences qui marquent toujours le consommateur final et qui, au-delà de ce qui est facialement vécu, rend un service énorme pour les marques qui sont évidemment du chiffre d'affaires, mais pas que. Parfait. Alors, pour résumer, si j'ai bien compris, vous êtes tous d'accord pour dire qu'il y a une accélération de la digitalisation, parce qu'effectivement, le marché est en croissance. Mais si j'ai bien relu mes cours de business school, si le marché est en croissance, ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de concurrents. Et effectivement, vous êtes un peu en avance, comme vous le disiez, 7 ans pour Fittle, New Black, ça fait 10 ans. Comment vous allez gérer ce moment où vous avez de l'avance, le marché mature, mais si le marché mature, il y a des gens qui veulent prendre l'argent aussi avec vous, qui veulent aider les marques. Comment vous allez vous positionner par rapport à ça? Romain, un sentiment, un avis par rapport à tout ça? Ouais, je pense qu'il y a deux phénomènes. Le premier, c'est il y a l'ancienneté et la légitimité sur le marché. Nous, ça fait 10 ans. On est 3 concurrents pour lesquels ça fait 10 ans qu'on est sur le marché. C'est ceux avec lesquels on se retrouve en permanence en shortlist sur les appels d'offres. Donc, je pense que cette légitimité-là, elle est difficile à remettre en question et surtout en période de crise, on va plutôt sur des choses pour lesquelles on a été recommandé, pour lesquelles il y a une expérience passée plutôt que des nouveaux outils. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que face à nous, on a des grosses entreprises américaines, donc on est français et face à nous, nos 2 concurrents principaux sont américains. Le fait d'être dans une période de crise comme celle-ci, ça repart un peu les cartes du marché. L'agilité est vraiment la clé du succès dans une période comme celle-ci. Cette possibilité de pouvoir réagir très rapidement auprès de nos clients nous permet aujourd'hui de récupérer un peu des parts de marché face aux géants qui ont une inertie un peu plus importante, une réactivité peut-être un peu moins vive que la nôtre. Maintenant, pour les nouveaux entrants, je pense que la barrière à l'entrée, c'est cette historique. C'est le fait d'avoir construit un outil, rajouté des fonctionnalités pendant 10 ans avec nos clients. Et ça, même si demain, on mettait 10 millions sur la table et qu'on disait dans 2 ans, je veux le même outil, je pense que le fait qu'on ait construit avec nos clients pendant 10 ans, ça crée déjà une profondeur fonctionnelle qui est difficile à rattraper sur un cahier des charges de base. Plus la notoriété, évidemment, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, la vraie dynamique pour nous, ça va être de pouvoir rester à l'écoute de nos clients, réagir très rapidement. Ce qu'on a fait on a complètement bouleversé notre feuille de route produit durant la dernière crise pour répondre très rapidement aux nouvelles attentes de nos clients. Et ça, pour moi, c'est ce qui crée un peu une barrière à l'entrée. Très bien.
François-Xavier, pour toi, effectivement, cette barrière à l'entrée, elle existe? Et si oui, comment? Ouais, nous, la question de la concurrence, on l'adresse comme quelque chose qui nous stimule, en fait. Donc, moi, je reste persuadé que plus on a de concurrents, plus ça veut dire que le secteur est prometteur. Et donc, plus ça me pousse et pousse l'ensemble des équipes à aller se réinventer. Moi, je partage le gros de ce qu'a dit Romain. Le vrai sujet, c'est en permanence, et notre avantage, c'est de discuter avec beaucoup de marques, d'avoir cette profondeur de clients qui permet grosso modo, parfois même avant eux, de comprendre les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Et c'est à partir de là de ne pas se tromper sur cette problématique et de trouver les bonnes réponses. Et les réponses qui arrivent, non pas trop tôt, non pas trop tard, mais right on time. Et ça a été vraiment le moment excitant. Je vous ai dit, nous, on a eu un petit trou d'air mars, avril, mai, parce qu'effectivement, les marques étaient un peu comme des lapins dans le phare de voiture, excusez-moi, mais voilà, chercher, ne savaient pas, poser des questions qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et donc, on a fait un gros travail, toute l'équipe, de réflexion à long terme sur comment le commerce de la fashion, notamment, et du luxe évoluait. Et je crois qu'on a aujourd'hui trouvé des réponses qui sont très différenciantes. C'est-à-dire qu'à un moment, tout le monde parle du virtual shop, la question c'est quoi le virtual shop à la mode Skyboy? C'est tout l'effet de narration. On ne se promène pas dans une boutique qui est juste vide et qui ressemble à une boutique réelle mais qui est vide. Mais non, nous, on va mettre la dose de storytelling et la dose d'expérience et la capacité d'aller créer un parcours consommateur qui peut être, pardonnez-moi du terme, mais complètement what the fuck. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas un shop qui ressemble à un shop. J'amène tout le monde sur la Lune, en fait, pour aller acheter sa prochaine collection. Et ça, c'est vraiment de garder l'ADN Skyboy, mais de venir apporter la réponse aux besoins du moment de nos clients. Si on peut être à J-30 avant le vrai besoin, c'est là qu'on est bon, parce que si tu arrives à apporter une réponse à quelqu'un qui ne se pose pas encore la question, mais qui a déjà le problème, voilà, on avance. Donc moi, la concurrence, je ne vais pas dire pas peur, bien sûr, on est attentif, mais au contraire plutôt comme un élément de stimulation assez fort. Parfait, merci beaucoup François-Xavier. Mais quant à toi, j'imagine que sur le sizing en e-commerce, vous avez pas mal de monde. Oui, alors il y a pas mal de monde, pas mal de petites entreprises, comme tu viens de le dire. La nouvelle situation fait que tout le monde achète, ou plus de monde achète en ligne. Oui. Et les gens ont besoin de savoir leur taille, de connaître leur taille. Et on a beaucoup de petits concurrents, mais je ne les compte pas autant comme des concurrents. Et je vais expliquer aussi pourquoi. Mais c'est vrai que comme le New Black, on a aussi 2-3 grands compétiteurs sur le marché. Des Américains, des Allemands, peut-être un petit Français aussi. Et ça ne nous dérange pas pour 2 raisons. Une, et la principale parce que Fittle a une très belle histoire. En fait, avant d'être ce qu'aujourd'hui on est un plugin de recommandation de taille où les gens ils cliquent dessus, on avait créé la première et jusqu'à aujourd'hui les seuls d'avoir créé une solution avatar et 3D. Ça veut dire que les gens ils se prenaient en photo, c'était une application. Et on crée un avatar basé sur ces photos. Et en même temps, les vêtements des marques, on les mettait en 3D dans tous les tailles. Donc, on peut avoir des compétiteurs qui font que l'avatar ou le 3D, mais d'avoir vraiment fait toute cette expérience 360 degrés n'existait pas avant. Et jusqu'à aujourd'hui, personne d'autre n'a pas vraiment réussi à le faire non plus. Et ce qui fait que grâce à ça, en fait, on a une base de données de morphologie, mais de corps, avec beaucoup de data, avec 100 000 corps différents. Oui. Et pour cela, il fallait cette expérience. Nous, on l'a grâce à cette expérience, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une précision énorme quand on recommande des tailles. Ça veut dire qu'aussi, on est capable de réduire les retours. Ce qui veut dire aussi qu'on, depuis 7 ans d'expérience, mais aussi comme chez Skyboy et le New Black, on va demander vraiment les problématiques des clients avant qu'ils le sachent eux-mêmes, comme FX vient de le dire. Et donc, en faisant ça,
il y a donc deux choses qui sortent. Un, la précision la plus haute, qui est très important pour l'expérience de client, mais aussi à chaque fois qu'il y a une nouvelle demande qui sort, ben on est assez mature de pouvoir sortir des nouveaux features quand quelqu'un a besoin. Par exemple, aujourd'hui, très spontanément, quelqu'un nous a demandé si on peut recommander des tags pour des vélos. Ben, en fait, on n'avait jamais pensé à ça, mais oui, on est capable de le faire. Effectivement, c'est possible. Et j'ai plein d'exemples comme ça, mais aussi notamment le workwear. Après un an, on a vu que ça marche tellement bien. Ben voilà, on peut aller travailler dans les vêtements de travail, on peut faire des vélos, on peut faire du ski, on peut faire du multimarque, on peut faire plein de choses parce qu'on a un outil qui marche. Et on a une équipe R&D qui est géniale, que je suis très fan. Et je vous dis bonjour. En tout cas, voilà les deux raisons principales. Bonne précision grâce à une belle histoire et aussi la capacité de sortir de nouveaux features et d'être innovante tout le temps sur le marché. Merci, mais c'était très précis. Maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu d'organisation de vos entreprises, notamment en période de Covid. Vous avez dû vous réorganiser. Vous avez des équipes qui font, voilà, je pense à peu près tous la même taille, une dizaine de personnes. Moi, je voudrais savoir effectivement comment ça s'est passé, comment vous êtes réadapté. Romain, tu pourrais nous en parler un petit peu? Chez toi, chez New Black, ça s'est passé comment ce premier confinement, puis après ce deuxième confinement? Ouais, la question, tu veux que j'y réponde maintenant ou après? Alors, tu peux répondre à la question dans le chat maintenant si tu veux, comme ça sera fait. Et ensuite, effectivement, à ma question à moi. Je t'en Ouais, prie. ça marche. Alors, pour répondre à la question de Myriam, je viens juste de la voir, c'est pour ça que je C'est n'avais pour pas ça. vu initialement. Myriam, j'imagine que c'est pour le délai de mise en place, ta question. Ça dépend s'il y a une intégration à faire avec un ERP. S'il n'y a pas d'intégration, on est sur une quinzaine de jours maximum. C'est plutôt le temps de formation des équipes. S'il y a une intégration, je comptais près d'un mois pour identifier tous les flux qui sont nécessaires à intégrer avec l'ERP. Voilà. Je ne sais pas si c'était ça ta question exactement, mais si ce n'est pas ça, tu peux me reposer. Dans le chat, elle pourra, ouais. Alors, pour répondre à ta question, comment s'adapter? On a passé tout le monde en télétravail. On a la chance de pouvoir assurer une continuité de notre activité à 100% en télétravail sans aucun impact sur notre performance ou sur notre rythme de travail. La seule différence, j'ai envie de dire, c'est plus individuel. C'est comment chacun arrive à gérer sa vie au télétravail. Nous, on a encouragé les gens à aller en télétravail. L'exception, c'est de venir au bureau. Maintenant, je t'avoue que c'est plutôt les équipes qui me demandent de revenir au bureau parce qu'elles ont envie de pouvoir reconnecter avec nous. On a des bureaux dans le 3e arrondissement, des bureaux qui sont grands, qui permettent de pouvoir accueillir tout le monde sans que les gens soient les uns sur les autres. Mais 100% télétravail. Et je pense que tout le monde a trouvé son rythme entre ceux qui travaillent de chez leurs parents ou de leur appartement ou même une station ski, même si les remontées sont fermées. Enfin, chacun a trouvé un peu son équilibre. Et ça fonctionne très bien. Nous, il n'y a aucun bouleversement. On a onboardé près de 70 nouveaux clients depuis 3 mois et tous sans jamais les avoir rencontrés physiquement. Et ça se passe vraiment très, très bien. Super. Merci beaucoup, Romain. François-Xavier, chez toi, ça se passe comment? Le confinement, il a commencé un peu avant tout le monde parce que pour la petite histoire, moi je suis le patient zéro de Station F. Ça fait rire, mais donc on est deux des 3 cofondateurs à avoir chopé le Covid avant même le premier confinement. Donc on a anticipé à peu près 10 jours le confinement. Pour nous, c'était une obligation de par l'état sanitaire des 2 cofondateurs. Non, on a de la chance, on est des entreprises qui évoluent dans le digital, donc évidemment que on a nous la capacité de très vite fonctionner en télétravail. Alors ça bouge un peu parce que nous quand même on a des vrais tournages. C'est pour ça. Qui grosso modo sur 2 tiers de nos projets, on a des projets qui sont full motion design, effets spéciaux, mais grosso modo sur 2 tiers. Ça a décalé au départ quelques tournages. Et puis, tu vois, on était en tournage la semaine dernière, 2 jours et demi de tournage qu'on a réussi à faire dans des conditions sanitaires scrupuleuses.
Et voilà, on a signé des gros projets, nous aussi, hein, depuis septembre, sur des grosses marques, y compris des marques à l'étranger. Et on va réussir à tout faire en digital. Ça ne se verra pas d'ailleurs. Les gens pensent que ça a été tourné sur place. Mais ça, c'est la magie de nos technologies. Donc voilà, moi, ce que je sais, c'est qu'entre les deux confinements, à la fin du premier confinement, qui a donc duré plus de 3 mois pour nous, Oui. on l'avait anticipé, on a fait un séminaire de 2 jours tous ensemble et on a craqué en 2 jours des choses qu'on n'avait pas réussi à craquer en 1 mois et demi. Donc moi, je crois qu'on est capable et suffisamment agile pour travailler chacun de notre côté, mais que se voir une fois de temps en temps, c'est quand même très cool. Donc nous, on essaye quand même de se voir au moins une journée par semaine, parfois 2. Et au final, je trouve que c'est un bon modèle. Parfait. Mais chez Fittle, vous êtes organisé comment? Je rejoins aussi énormément le New Black. On est depuis le confinement 100% en télétravail. Peut-être un peu comme FX, hein, comme François-Xavier, parce qu'on travaille juste à côté. Donc, c'est pour ça. on a dû se confiner un peu plus tôt. Merci beaucoup, FX. Donc on est en télétravail depuis le déconfinement. On demande et c'est parce que aussi tout le monde veut qu'on se revoie 2-3 fois par semaine. Donc nous on est avec FX, avec Skyboy, on est à Station F, incubé par LVMH depuis 2 ans aussi. Et en fait ça se passe très bien, même pour dire que l'équipe grandit énormément et très vite. Donc, on est très, 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 très contente. En fait, ça marche très bien. La communication a été toujours très importante pour nous, d'être open, de se parler, les équipes entre eux. Et on a sorti des nouveaux features, un peu comme l'expérience de Skyboy. On a sorti tellement des nouvelles choses cette année, beaucoup plus que l'année dernière. Donc, vraiment incroyable comme expérience. Voilà. Super, merci beaucoup. Mais maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu de 2021, de l'année prochaine. Et je voudrais savoir, effectivement, vous qui êtes au cœur de l'innovation, au cœur de la technologie, avec les marques, c'est quoi votre sentiment par rapport à l'année prochaine? Qu'est-ce qui va se passer? Quelle technologie va émerger? Quelle technologie va peut-être s'arrêter? C'est quoi votre analyse, François-Xavier? Écoute, moi, je me méfie toujours de lire dans les boules de cristal, hein, parce que le fameux effet Black Swan, on vient de le vivre une première fois, si tu C'est veux. vrai, je confirme. Ça n'a vu venir le truc. Donc voilà, non, moi ce que je crois fondamentalement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'univers digital n'est plus une option, c'est une obligation, et qu'au travers de ça, il doit rester, à mon sens, au service de grandes missions que doivent s'attribuer les marques, évidemment de vendre, parce qu'elles n'existeraient pas sans ça, mais aussi d'avoir des préoccupations sur des problématiques environnementales ou d'autres missions sociales. Et en fait, le sujet, c'est comment le digital peut aider les marques dans ces grandes missions. Nous, chez Skyboy, ce qui a beaucoup avancé, c'est que jusqu'à présent, on faisait d'abord de l'expérience et éventuellement un peu de transformation, et qu'aujourd'hui, on a plugué une marketing plateforme qu'on a développée et qui permet effectivement d'aller vraiment transformer et d'analyser l'ensemble du parcours utilisateur et donc de mieux les adresser. Et en fait, on a rentré Skyboy, on lui a de l'expérience immergé le monde de la data, en fait. Et je reste persuadé, et Fittle le disait, mais je suis sûr que New Black le fait aussi beaucoup, qu'aujourd'hui, c'est une façon pour les marques de mieux connaître leurs consommateurs, de mieux comprendre leurs attentes, de mieux comprendre leurs aspirations, d'être encore plus efficace dans la façon de les adresser, de les transformer, et que tout ça, ça peut être que du mieux. Dans les problématiques de fast fashion, de comment est-ce qu'on produit, de quelles sont vraiment les attentes, comment les analyser, comment les percevoir, donc comment rapprocher finalement le consommateur de la marque. Je pense qu'il y a encore des
des choses extraordinaires à faire. Et c'est aussi une de nos missions, en fait, d'aider les marques à mettre en place les bons outils pour atteindre ce qui est aujourd'hui une nécessité pour eux. Parfait. Romain, quant à toi, chez New Black, c'est quoi ton analyse en fait pour 2021? Alors, je n'aurais pas la prétention de parler de l'univers de la mode en règle générale, puisque du coup, moi, je m'expertise plutôt sur la partie wholesale. La tendance sur laquelle je peux vous partager mon avis, c'est plus sur la manière dont les Fashion Week vont s'organiser ou se réorganiser. Je ne crois pas au tout digital dans la relation commerciale, même si on est une plateforme digitale. Je pense qu'il y aura une cohabitation entre, et c'est ce qu'on encourage d'ailleurs, les rapports humains, donc le fait que les acheteurs viennent et rencontrent leurs clients physiquement. Je pense qu'il y a une nécessité, et d'autant plus dans la mode, de pouvoir voir les matières, toucher les produits, vivre l'expérience de la marque. Le digital est un complément. Il aura plus de place aujourd'hui et encore plus de place l'année prochaine que n'a pu l'avoir dans le passé, mais les rapports humains et les échanges restent quand même primordiaux. Donc, au niveau des Fashion Week, je pense que le rythme va peut-être se calmer. Je veux dire, les acheteurs ne vont pas forcément venir pour chaque Fashion Week, printemps-été, hommes-femmes. Donc, l'équivalent de 6 Fashion Week avec la haute couture. Mais peut-être moins, désaisonnaliser un petit peu les ventes en B2B, d'avoir moins de ventes polarisées sur 2 saisons très courtes de 15 jours qui sont les Fashion Week, mais des ventes plus étalées tout au long de l'année. L'acheteur probablement va venir une fois dans l'année pour venir vivre l'expérience de la marque, pour pouvoir rencontrer ses interlocuteurs, mais probablement qu'il ne voyagera plus autant et arrêteront ces parcours du combattant qu'il faisait entre Milan, New York, Londres et Paris. D'ailleurs, on voit qu'il y a certaines places qui commencent à réduire. New York a perdu un peu de son prestige au travers de cette Fashion Week. Paris reste quand même le leader sur les Fashion Week avec le plus grand nombre de shows physiques. Et on voit qu'il y a une volonté de faire cohabiter le show physique et le show virtuel et d'intégrer peut-être un peu plus de monde. Donc, deux tendances, moins de voyages, je pense, mais néanmoins une nécessité de se rencontrer. Et deuxième chose, une ouverture auprès du grand public, en tout cas sur les ventes B2B, qui va permettre de rendre la mode un peu moins confidentielle probablement durant ces périodes très spécifiques. Merci beaucoup, Romain. Petite question de précision. Moi, je m'interroge par rapport effectivement à la crise sanitaire. On a vu qu'en Asie, notamment en Chine, c'est plus ou moins sous contrôle. Effectivement, il y a de nouveau des défilés physiques. En Europe et aux États-Unis, ce n'est pas du tout sous contrôle. On est en deuxième vague. Aux États-Unis, c'est en troisième vague. Comment aujourd'hui, de ton point de vue, j'ai vu que vous avez aussi des marques, effectivement, je crois, par rapport à la Corée du Sud, des choses comme ça. Comment les marques aujourd'hui peuvent jouer, je vais le dire comme ça, entre ces différents tableaux, entre en Asie, c'est sous contrôle, et je vais pouvoir effectivement vendre beaucoup plus physiquement, et en Europe et aux États-Unis, finalement, le digital va vraiment prendre le pas pendant encore un petit moment. C'est quoi ton sentiment ? C'est l'intérêt du wholesale, c'est d'avoir une assiette, un périmètre qui ne soit pas limité à un seul pays. Contrairement au retail, où si on a un réseau de distribution en France, d'un seul coup, s'il y a un confinement, toutes les boutiques sont fermées. La chance que peuvent avoir, et le e-commerce est souvent lié à la notoriété de la marque dans la région dans laquelle elle évolue. L'avantage du wholesale, c'est qu'on peut continuer à vendre à Sydney alors que c'est fermé à Paris et à New York. Et ça, c'était l'intérêt des salons professionnels que sont les Fashion Week, c'était de rencontrer des acheteurs du monde entier. Donc, les marques jouent avec ça et le wholesale est devenu un vrai axe de développement pour les marques avec le e-commerce. Ce sont vraiment les deux points hyper importants aujourd'hui qui se développent. Le e-commerce, parce qu'évidemment, quand tout est fermé, c'est la tendance qui prime. Mais le wholesale, l'intérêt est réellement de pouvoir avoir cet équilibre dans le monde entier avec des boutiques fermées d'un côté et des boutiques ouvertes de l'autre. Nous, ce que l'on propose aux marques, celles qui ne peuvent pas faire de showroom physique, ce sont des solutions de captation 3D de leur showroom physique. Donc, on part de ce qui existe, de ce qu'ils savent faire, de captation 3D et une possibilité pour l'acheteur de se promener. Donc, évidemment, par rapport au niveau d'innovation que proposait François-Xavier sur Skyboard, on est probablement au niveau 0, niveau 1. Mais c'est un premier pas pour les marques qui, historiquement, évoluent avec du PDF et de l'Excel. Elles arrivent quand même, on arrive à leur proposer des expériences
où on va essayer de retranscrire l'expérience physique sur le digital. Donc, c'est comme ça qu'en fait, on essaie pour des marques comme APC, par exemple, qui est un de nos clients, c'est comme ça qu'aujourd'hui, ils vont essayer de compenser le fait que l'acheteur ne puisse plus venir en showroom. Okay. Et ça ouvre des nouvelles perspectives parce que avant, ils attendaient les 2 Fashion Week pour que les acheteurs puissent venir. Maintenant, il y a la possibilité de désaisonnaliser tout ça et de proposer des collections intermédiaires plus courtes, mais avec des nouvelles histoires. Et aujourd'hui, nos acheteurs, les acheteurs du monde entier ont besoin d'histoires, besoin de storytelling autour des marques, de savoir d'où les produits sont sourcés, comment ils sont sourcés. Il y a une vraie sensibilité au développement durable et à l'origine de fabrication. Très clair, Romain. Mais toi qui as, tu l'as dit en préambule, ce côté international, pour 2021, c'est quoi tes prévisions, c'est quoi ton sentiment, tes impressions? Je pense que je pense que c'est la question piège. Qui peut prévoir ce qui va se passer en 2021? On n'avait pas prévu un deuxième confinement, donc si tu veux quand même que je réponde. En fait, Romain, la question c'était pour mai. Mais tu peux répondre et après c'est mai. Ah, je croyais que c'était pour moi que tu me disais ça. Non, mais comme tu avais beaucoup parlé, c'est pour ça. Je passais la parole à mai. Mais c'est pour mai. Mais non, bien sûr. C'est pour mai. C'est pas grave, Romain, tu es bienvenu de le répondre aussi. Pour mon côté international, justement, après, Romain, il a raison. On ne peut pas savoir. Si j'écoute un peu ce qui se passe avec les vaccins, j'ai l'impression aussi, après ce deuxième reconfinement à Paris ou en France, j'ai l'impression qu'on va voir un peu confinement, réouverture, etc. plusieurs fois, malheureusement. Mais ce que j'aimerais bien voir, peut-être aussi grâce à cette expérience un peu internationale, j'aimerais bien voir comment on peut unifier ou les marques ou les startups d'une manière de créer cette diversité qui va nous aider à sortir encore plus d'innovation. Aujourd'hui, on voit le cas de Skyboy, on voit le cas de le New Black. Grâce au confinement, grâce à cette pandémie, on a pu innover encore plus rapidement. Et j'ai hâte de voir comment cette unité en diversité, si on veut l'utiliser, si on veut le dire comme ça, peut nous amener à innover encore plus de manière que, voilà, aujourd'hui, on ne sait pas encore comment. On ne sait pas ce qui va arriver. Je crois pour Fittle, dans le court terme, on va répondre à des sujets qui sont très intéressants parce que, oui, on travaille énormément avec le data, mais on veut savoir un petit peu comment répondre grâce au data à des questions qui sont plutôt mentales. Par exemple, aujourd'hui, nous, on différencie entre la bonne taille et le bon fit. 2 personnes peuvent avoir exactement les mêmes mensurations de corps, mais une préférence de portée qui est différente. Par exemple, peut-être si j'avais une petite sœur, elle aimerait bien mettre ce pull de Cézanne qui est très joli, mais beaucoup plus serré, et que moi, j'aime bien le mettre large. Et donc, comment répondre à ces questions qui sont juste une préférence et rien à voir avec du data, science, voilà mon âge, ma taille, mon poids, etc. Ok, très clair. Je prends une question dans le chat, c'est toujours Myriam pour Romain, une question très précise en fait. Comment vous faites le contrôle sur le profil du buyer et comment vous évitez le copy-paste des copieurs? Je pourrais rentrer plus en détail avec Myriam si elle le souhaite, peut-être pas directement. Rapidement, le contrôle des bailleurs est fait à 2 niveaux. Un, les bailleurs sont soit invités par les marques directement, donc ce sont les marques qui les acceptent ou non sur le showroom. 2, nous, on les contrôle pour l'accès à la marketplace et une personne qui n'est pas réellement bailleur ne pourra pas venir voir les collections des marques. On a 2 accès, un accès en privé, donc c'est que sur invitation, et un accès en marketplace où c'est sur validation du profil. Comment éviter les copy-paste des copieurs? C'est impossible, mais au même titre qu'un acheteur qui va venir sur un showroom physique et prendre des photos de toutes les collections, ce sera impossible que l'information ne sorte pas. En ligne, c'est pareil. La seule différence, c'est que vous choisissez vos acheteurs, vous savez qui vient et vous ne donnez accès qu'à ceux que vous souhaitez. Donc, il n'est pas exclu que l'acheteur fasse un copier d'écran, une copie d'écran de vos collections et les envoie à d'autres. Mais le risque est le même que si la personne prenait une photo dans un showroom physique et l'envoyait à un autre créateur. Très clair.
Merci beaucoup, Romain. Il va nous rester à peu près 5 minutes. Je vais vous poser une dernière question. Et si vous voulez poser des questions directement à François-Xavier, Romain, Aimé, n'hésitez pas dans le chat comme Myriam. Voilà, moi, ce que je voudrais savoir, effectivement, tout simplement, c'est quoi votre actualité pour cette fin d'année? Et sur 2021, c'est quoi vos projets, effectivement, pour Skyboy, The New Black et pour Fittle? François-Xavier, peut-être toi? Ouais, alors nous on est dans un moment où, après avoir transpiré un peu sur le commercial, on transpire sur la prod, parce qu'effectivement, on a donc assez rapidement vendu tous nos nouveaux produits, hein, Virtual Shop, Marketing Platform et autres. Donc, il y a à peu près 2 mois, et on est dans ces temps de prod. Alors, je ne peux pas dire pour qui. On a de très grosses marques qui nous ont commandé justement, hein, ces nouvelles expériences, et qui vont sortir pour certaines toute fin du mois de décembre, et surtout en janvier et février. On a 7 projets dans 7 marques de luxe là, qui seront livrés sur les 3 prochains mois. Donc, on ne s'ennuie pas en ce moment chez Skyboy. C'est plutôt assez excitant et très moteur pour la suite. Donc on est ravis, et on sent que on a aujourd'hui, je n'ai pas répondu à ta question sur 2021, mais honnêtement, on ne peut pas dire que la crise derrière, ça va encore bouger pendant 6 mois. Mais je pense que quand même, aujourd'hui, on peut se dire qu'il y aura une fin du tunnel dans l'année 2021 quelque part. Et donc, c'est le moment où, en fait, il faut se re-questionner sur est-ce que c'est le début d'un New World, ou est-ce que c'est un retour à l'ancien monde. Bon, l'avenir nous le dira. Moi, je pense qu'il y a eu des effets cliqués. Il y a des habitudes qui se sont prises. Tu parlais des locaux, tu parlais, Romain, des déplacements internationaux. C'est très clair. Il y a des choses qui ne reviendront pas complètement derrière, mais on n'aura pas non plus fait copie blanche. Donc, le sujet, c'est comment nous bien analyser effectivement ce qui sont des habitudes, des behaviors qui viennent de ce qui s'est passé ces 10 ou 20 dernières années, ou peut-être même 50 dernières années, et qui resteront des fondamentaux, et qu'est-ce qui a définitivement été radicalement changé. Et c'est dans cet interstice, dans ce dialogue entre les deux, qu'on trouvera les bonnes solutions pour nos clients. Donc, c'est ce à quoi on va s'atteler pour les prochains mois. Parfait. Mais chez Fittle, c'est quoi l'actualité 2021? Le micro. Le micro, il ne marche pas. Ah, pardon. C'est bon. Vous m'entendez maintenant? Parfaitement. Alors, je viens d'en parler déjà, et des grosses questions qu'on va se poser grâce à data, comment on va pouvoir taper un peu dans les questions un peu plus mentales, philosophiques des utilisateurs de ces e-shoppers. On va aussi donner on veut donner beaucoup plus d'autonomie aux marques qui connaissent bien leurs vêtements, qui connaissent bien leurs produits, de résoudre leurs problèmes déjà eux, sans qu'ils doivent tout le temps venir vers nous. Encore une fois, une question d'augmenter l'efficacité des équipes e-commerce aujourd'hui qui sont vraiment sous l'eau, parce que tout le temps, il y a des boutiques qui ferment, qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent. Et normalement, c'est des équipes très, très petites. Donc, vraiment, améliorer leur expérience à eux, et bien sûr, toujours faire du R&D pour savoir comment on va pouvoir aider les utilisateurs finaux. Parce que c'est eux qui vont en profiter, et finalement, c'est pour eux qu'on fait tout ce qu'on fait, hein, aussi chez Skyboy et chez New Black. Donc, voilà. Et après, le deuxième côté, c'est vraiment aider les marques, les entreprises avec qui on travaille aujourd'hui dans le côté de vêtements de travail. Ça va être un gros travail pour nous aussi. Parfait. Merci beaucoup. Mais Romain, chez toi, chez le New Black, alors? Pour nous, à court terme, la Fashion Week de fin janvier et de début mars, ça, c'est vraiment la prochaine échéance pour nous. Donc, on est en pleine préparation avec plein de nouvelles fonctionnalités pour évidemment augmenter l'expérience des acheteurs sur notre plateforme. Mais en sujet de fond, on a un gros sujet de refonte de l'expérience générale acheteur, puisque, comme on le disait, il y a un bouleversement dans les usages. On n'est plus du tout sur la manière d'acheter l'année dernière que cette année, ne serait-ce que
du fait que les acheteurs ne se déplacent plus, viennent voir les produits physiquement. Donc, on est en train de refondre toute l'expérience pour pouvoir enrichir cette expérience et s'assurer que les acheteurs se sentent à leur aise pour pouvoir découvrir les collections et pouvoir placer leurs commandes. Donc voilà, les Fashion Week, on est rythmé par ces Fashion Week-là, ce sont à chaque fois nos échéances, donc on travaille entre les deux. On essaie de cibler tous les développements entre deux Fashion Week et dès qu'on est en Fashion Week, on est en apnée pour assurer la bonne continuité de notre outil dans cette période-là, mais on ne développe rien du tout. Et ensuite, la prochaine Fashion Week va nous permettre, celle de juin en tout cas, SS22, nous permettre de pouvoir lancer de nouvelles fonctionnalités plus majeures qui seront issues de l'apprentissage de cette période de crise qu'on vient de passer. Parfait. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette discussion. Je tenais à vous remercier François-Xavier, Romain et May. C'était extrêmement intéressant et passionnant. Au niveau du replay, il sera disponible à partir de mercredi sur notre chaîne YouTube et je vous invite forcément à le revoir et à le partager. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, lundi, et je parlerai de technologie et comment la technologie peut aider le secteur de la mode à lutter contre la contrefaçon, notamment avec Data et blockchain Your IP. Est-ce qu'il y a une question dans le chat encore? Ah si, il y a un spectateur anonyme qui fait une question à May. Quelle activité de Fittle contribue à la durabilité? Alors, dans une façon principale, tu as parlé tout au début le nombre de personnes qui achètent grâce au Black Friday, on va dire. C'est ça. En fait, aujourd'hui, on voit en moyenne 20 à 30% même de ces vêtements et de ces chaussures qui sont retournés. Et qui parle retour, parle aussi effet sur l'environnement de plusieurs façons différentes. Et grâce à notre précision, grâce à notre outil de recommandation de taille, pas seulement ça rassure le client d'acheter, mais aussi d'acheter la bonne taille. Ce qui veut dire qu'il n'a plus besoin d'acheter 2-3 vêtements ou un seul vêtement qui est dans la mauvaise taille. Et on voit souvent qu'on est capable d'augmenter, enfin de réduire les taux de retour de 10, même parfois 15% pour ces marques-là. Parfait. Et ça a un impact énorme. Voilà. Super. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Très belle continuation. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous voir en virtuel et j'espère vous voir très très rapidement. Merci Fabrice. Merci à toi, Fabrice. Salut à tous. Allez. Ciao, merci à tout le monde.